Merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation. Merci à Michel pour sa présentation. Je tiens aussi à souligner, j'aurais aimé qu'il soit là pour l'entendre, mais je veux que ce soit enregistré pour la postérité, tout ce que je dois à Pierre Patnaud, parce que c'est lui qui m'a recruté et qui m'a convaincu d'aller à Moncton, et il est donc à l'origine de ma carrière. J'en suis très ému. Et j'espère qu'il va entendre ça et accepter ma reconnaissance et ma gratitude parce que j'ai eu une très, très belle carrière qui vient de se terminer en février 2021, car j'ai pris ma retraite. Et donc, voilà. Je vais donc aborder maintenant ma présentation qui s'intitule « Droit linguistique au Nouveau-Brunswick, que peut-on espérer ?» Eh bien, à ceci, je répondrai un peu comme mon collègue, pas grand-chose. Aucun gouvernement, ni conservateur ni libéral, n'a réussi à mettre en œuvre une politique linguistique qui assure réellement l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone de la province et son égalité réelle. Cette politique linguistique, telle qu'elle s'articule depuis le tournant des années 70, a toujours oscillé entre deux pôles complémentaires parfois, mais souvent contradictoires, le bilinguisme officiel et la dualité. Le bilinguisme officiel consiste à veiller à ce que l'Assemblée législative, le gouvernement et les tribunaux fonctionnent dans les deux langues officielles et puissent assurer des services à la population dans chacune d'entre elles, dans la mesure où les individus choisissent la langue dans laquelle ils interagissent avec l'État. En ce sens, le système doit être prêt à répondre immédiatement et en tout temps à toute demande de service dans une des langues officielles, ce qui implique aussi le déploiement d'une offre active et comporte des ramifications relatives au droit du travail dans la fonction publique provinciale. Dès 1969, à l'adoption de la loi sur les langues officielles, et contrairement à la situation fédérale et plus récemment à celle de certaines provinces, il a été décidé que ces droits s'étendraient sur l'ensemble du territoire, sans égard à des notions de demande importante, de nombre qui justifie ou de vocation du bureau. Il faut dire que cette politique linguistique résulte de l'effervescence sociopolitique des années 1970. Lorsque, dans les années 60, le gouvernement de Louis-J. Robichaud a procédé à une réforme majeure de l'administration publique provinciale, à l'abolition de conseils de comtés locaux qui étaient dotés d'un pouvoir de taxer, ce qui engendrait des inégalités flagrantes entre les régions acadiennes pauvres et les régions anglophones plus aisées. La centralisation des ressources financières et fiscales et des politiques en éducation, en santé, en services sociaux, en justice notamment. Ce programme, surnommé Chance égale pour tous, a bien bénéficié à la communauté acadienne en réduisant effectivement son écart de développement. La création de l'Université de Moncton avec ses 3 campus participe aussi de cet effort. Et cette centralisation s'est accompagnée par le déploiement de la dite politique linguistique. Mais cette loi, cependant, s'avérait bien insuffisante pour calmer les ardeurs nationalistes de plusieurs leaders de la jeunesse acadienne qui ont fondé, au début des années 70, d'abord la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, puis le Parti acadien, et qui ont réussi, lors de la Convention d'orientation nationale de 1979, à convaincre les délégués de voter pour la création d'une province acadienne. Cette menace nationaliste, à la veille d'une élection provinciale, a fouetté les ardeurs des partis politiques traditionnels, et notamment les conservateurs, sous l'impulsion du ministre Jean-Maurice Simard, a d'abord convaincu son premier ministre, puis son caucus, puis la population, que l'avenir de la province résidait dans l'égalité des communautés linguistiques. Ce qui a conduit, Michel en a parlé tantôt, à l'adoption de la loi qu'on appelle maintenant la loi 88. La loi 88 cherche à reconnaître la dualité. La dualité crée des institutions distinctes, gérées soit par la majorité ou la minorité, et, dans son acception ultime, elle réorganise la fonction publique provinciale sur des bases linguistiques. Cette loi fut adoptée à l'unanimité, mais comme le dit Michel Doucet lui-même dans son livre « Le discours confisqué »,
en catimini à la toute fin de la session parlementaire le 17 juillet 1981. Parallèlement, le gouvernement a mandaté un groupe d'études d'examiner la pleine mise en œuvre de la loi des langues officielles dans la province, coordonné par Maître Michel Bastarache. Le 7 mai 1982, le groupe publie un volumineux rapport intitulé « Vers l'égalité des langues officielles ». Quiconque s'intéresse à la politique linguistique du Nouveau-Brunswick se doit de lire cet ouvrage fondateur. Par un habile dosage de la dualité administrative et de la décentralisation régionale, le rapport propose une ambitieuse nouvelle loi des langues officielles qui permettrait enfin d'offrir des services de qualité égale aux deux communautés, de favoriser le travail en français des fonctionnaires provinciaux dans des unités de travail linguistiquement homogènes, de créer des régions administratives linguistiquement homogènes et, à terme, de conférer à l'Acadie une plus grande autonomie, lui permettant d'exercer une gouvernance administrative et régionale conforme à ses valeurs et aspirations. Mal accueilli par la classe politique, le rapport fit l'objet de séances de défoulement désagréables, verbalement agressives et parfois physiquement violentes de certains membres de la communauté anglophone lors d'audiences publiques chargées de recueillir l'opinion de la population. J'ai moi-même assisté à celle de Moncton et il faisait pas beau, je peux vous le dire. Le projet est mort-né. À la place, le gouvernement libéral accoucha en 1988 d'une mince politique linguistique qui ne réussit nullement à atteindre les objectifs définis par le leadership de la société civile acadienne. Celui-ci était occupé par les négociations constitutionnelles entourant l'accord du lac Meech. La communauté acadienne cherchait à faire des gains et critiquait notamment l'approche des droits individuels manifestée par la clause de dualité linguistique canadienne, tandis que la clause de société distincte comportait un caractère collectif pour le Québec. On proposait donc l'enchâssement des principes de la loi 88 dans la Constitution. La démarche ayant entouré la proposition d'enchâssement avait regroupé tous les organismes acadiens. Michel vous en a parlé tantôt. Il était à la tête d'une grande initiative ayant conduit à la signature d'un protocole d'appui à l'enchâssement de la loi 88 qui avait été signé le 15 août 1988 par tous les organismes acadiens. L'échec de l'accord n'a pas découragé la revendication d'une meilleure protection des droits collectifs de la communauté, de sorte qu'en 1993, les principes se sont retrouvés dans l'article 16.1 de la Charte canadienne. Il faut noter que la Commission constitutionnelle du Nouveau-Brunswick, si elle appuyait une certaine dualité dans son rapport, s'opposait explicitement à ce que celle-ci s'étende au gouvernement. Donc, à la suite de la décision Charlebois contre Moncton, comme l'a dit Michel, le gouvernement a procédé à une refonte de la loi qui est devenue plus complète en englobant des services de santé, des services municipaux, des services policiers et en instituant un poste de commissaire aux langues officielles. Mais l'orientation de base n'a pas changé. On restait toujours dans le paradigme du bilinguisme officiel. Une autre modification est intervenue en 2013 pour inclure les ordres professionnels et clarifier certains enjeux. La jurisprudence et les analyses et commentaires n'ont pas manqué depuis lors. Une autre réforme est présentement en cours et elle est à l'étude par deux commissaires chargés de recueillir des avis et de formuler des recommandations. Le commissariat aux langues officielles elle a elle-même proposé des modifications pour clarifier les obligations linguistiques des gouvernements locaux, pour ajouter le droit des fonctionnaires provinciaux de travailler dans la langue officielle de leur choix, pour désigner un secrétariat aux langues officielles, pour exiger le bilinguisme de toute nomination de hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative, pour modifier le mandat du commissaire de 7 à 10 ans non renouvelable et une série de recommandations afin d'améliorer le respect de la loi et des recommandations émises par le commissaire. Parions que si des améliorations interviennent, encore une fois, l'orientation de base ne changera pas. La loi provinciale souffre d'un manque d'effectivité réelle en raison du peu de ressources qu'on lui consacre, de l'absence de volonté politique de faire autre chose que des réformes cosmétiques. Elle souffre aussi de son orientation résolument personnaliste, sans tenir compte des réalités démographiques de la province.
Elle souffre enfin de son silence sur des enjeux fondamentaux, comme l'immigration francophone, l'intégration des nouveaux arrivants, la réglementation de l'usage des langues dans le secteur privé, la toponymie, les exigences linguistiques de la magistrature et du barreau, notamment. Sur le front de la dualité, la décentralisation administrative des services gouvernementaux n'est pas très avancée. En santé, les 2 régies régionales, une francophone et une anglophone, sont dirigées maintenant par des conseils d'administration dont 8 membres sont élus, mais 7 sont nommés par le ministre. Les 3 conseils d'éducation de districts francophones sont élus, mais ne disposent pas nécessairement de tous les pouvoirs que requiert l'article 23 de la Charte. Du côté territorial, il y a 8 cités de plus de 10 000 personnes, 104 municipalités et 237 territoires non organisés qu'on appelle des districts de services locaux. 31% des francophones habitent les villes, 41% habitent les cités, 41% les villes et villages et 28% dans les districts de services locaux. Les municipalités disposent de pouvoirs accrus en matière d'affichage commercial et de loisirs socioculturels. Si l'Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick dispose d'un programme d'aide à la bilinguisation de l'affichage commercial, il y a seulement 14 municipalités qui y adhèrent. S'agissant des services municipaux, les 8 cités ainsi que toute municipalité dont 20% au moins de la population est de l'autre langue officielle doivent offrir, dans les 2 langues officielles, des services désignés par règlement en vertu de la loi des langues officielles. Par ailleurs, 12 commissions de services régionaux qui regroupent les maires des municipalités, communautés rurales ou représentants des DSL exercent des responsabilités en aménagement et urbanisme. Selon la loi, si une de ces commissions dessert une municipalité soumise à des obligations linguistiques, elles doivent offrir ces services dans les 2 langues. Personne ne parle de la situation dans le secteur privé. La langue de travail, la langue de commerce et des affaires, tout ce qui est visé dans la loi 101 et dans la loi de protection de la langue inuit, tout cela ne fait même pas partie de la conversation. Et l'Acadie n'a pas un pouvoir autonome de légiférer en matière linguistique. Les réflexions autour de l'autonomie n'ont jamais cessé depuis les années 1970. Parmi les propositions ayant émané de la Convention nationale de 2004 figurait celle de créer une assemblée délibérante acadienne élue qui se chargerait de définir les grandes orientations du projet de société acadien. Certains se prirent même à imaginer que les députés acadiens de l'Assemblée législative allaient recevoir de cette assemblée délibérante un mandat de transcrire les orientations et priorités en politique du gouvernement ou même en loi. Le projet a suscité un intérêt vif, mais fugace, et a été étouffé. Lors de la Convention de 2014, il fut décidé de viser la pleine municipalisation du territoire de la province. Le présent gouvernement s'est engagé dans une réforme municipale dont on attend toujours le résultat. Les 2 dernières élections provinciales ont provoqué chez certains un regain de réflexion, car le mandat de Brian Gallant et de son gouvernement majoritairement acadien s'est avéré très décevant, pour dire le moins, sur le front linguistique. Et l'élection de 2018 a vu arriver au pouvoir un gouvernement conservateur plutôt tiède, c'est un euphémisme, autour de la question linguistique, qui se maintient au pouvoir appuyé par la People's Alliance, ouvertement hostile au bilinguisme officiel. C'est alors qu'un petit groupe de la société civile, connu sous le nom de Nation Prospère Acadie, excusez-moi pour la technique, si je peux enlever ça. Comment est-ce que j'enlève ça, monsieur le technicien? Cliquez à côté. Arrêtez la présentation, donnez le contrôle. Bon, ben, je suis pris parce que là, ce que je veux montrer est en dessous de ça. Oui, regardez, on va... J'espère, Monsieur le Président, que ça va m'être enlevé de mon temps. OK, c'est celui-là. Celui-là. Oui, voilà. Donc, je voulais vous parler
de Nation prospère Acadie, qui s'est donné comme mission de créer des commissions chargées d'étudier des thèmes du territoire, de la toponymie, de l'Acadie française, de la prospérité durable et de la gouvernance. Cette dernière commission, dont j'ai été un des coprésidents, était chargée d'étudier la possible création d'une Assemblée nationale de l'Acadie, devant regrouper au départ des représentants des 4 provinces atlantiques, mais ayant en cours de route réduit ses ambitions au territoire du Nouveau-Brunswick. Elle aurait compris, ou elle comprendrait, 14 députés élus, 7 femmes et 7 hommes, 2 par région, sur une base non partisane, un exécutif émanant de ceux-ci, et une fonction publique regroupant les fonctionnaires provinciaux en charge des programmes francophones dans les divers ministères. Cette Assemblée disposerait de pouvoirs délégués par une loi fondamentale de l'Assemblée législative en matière de langue, d'affichage, de toponymie, de culture, de tourisme, de santé, d'éducation, d'aide sociale et de développement économique. Le projet s'est mis en branle, suscitant encore une fois un intérêt poli, mais aucun mouvement de foule ni support populaire. Le projet est maintenant en dormance et il risque fort de finir au cimetière des grandes idées d'autonomie acadienne, cimetière qui devient de plus en plus dense. L'autonomie me semble pourtant toujours la voie à suivre. Le bilinguisme officiel souffre de carences. Il ne s'adresse qu'aux droits individuels. Il fait reposer le succès de l'entreprise sur les choix individuels en négligeant la dynamique sociolinguistique. Il fait l'erreur de négliger la démographie acadienne pour imposer son régime partout sur le territoire, ce qui engendre des situations parfois illogiques que les médias s'empressent de monter en épingle et que la frange anti-bilinguiste du Nouveau-Brunswick récupère allègrement pour se faire du capital politique, effrayant ainsi les partis traditionnels qui n'osent plus avancer sur ce terrain. La création de telle assemblée est-elle juridiquement possible? Eh bien, sur le plan constitutionnel, mon collègue Patrick Taillon m'a donné une idée, car si le Québec a pu invoquer l'article 45 de la loi constitutionnelle 82 pour sa proposition d'insérer les articles 90 Q1 et 90 Q2 dans la Constitution canadienne, mais je ne vois pas ce qui empêcherait le Nouveau-Brunswick, juridiquement, de faire de même en modifiant l'article 88 de la loi constitutionnelle de 1867 pour ajouter les articles 88A1 et 88A2. A pour Acadie, bien entendu. Oui, parce que c'est l'article 88 de la Constitution de 1867 qui parle de... Bon, je suis encore prêt avec le même problème, alors je vais faire ceci pour vous parler brièvement du rapport que Michel Doucette vient de publier à l'Institut régional, à l'Institut des minorités linguistiques à l'Université de Moncton. Dans son rapport, Michel se livre à une minutieuse analyse des lacunes de la loi de 2002 et formule des recommandations de réforme, qui ont d'ailleurs été reprises par plusieurs intervenantes et intervenants, dont la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et l'Association des juristes francophones du Nouveau-Brunswick. Au début de son rapport, il affirme que les valeurs et principes de la loi des langues officielles et de la loi sur l'égalité des communautés linguistiques forment le contrat social sur lequel s'érige maintenant la cohabitation des 2 grandes communautés linguistiques de la province. Il poursuit en remarquant que les termes de ce contrat social ont été acceptés par l'Assemblée législative et le Parlement canadien, ce qui a conduit à leur constitutionnalisation et leur a conféré une légitimité politique et juridique incontestable. J'aimerais pour ma part ajouter aux clauses de ce contrat social le secteur de l'éducation par le biais de l'article 23 de la Charte, qui représente, à mon sens, ainsi que celui du regretté juge en chef Dixon, tel qu'il le dit dans l'arrêt May, la clé de voûte de l'engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme. Mais force nous est de constater donc que ce contrat social n'a pas conduit à l'égalité réelle entre les 2 communautés linguistiques, n'a pas réussi à freiner les transferts linguistiques qui atteignent des taux alarmants en certains endroits de la province et n'a rien réglé des problèmes sérieux de gouvernance, de pérennité et d'épanouissement de la colonie acadienne.
Pour conclure, si je n'espère pas grand-chose de la réforme en cours, j'aime citer cette maxime de Guillaume d'Orange, maxime qui a guidé ma carrière. Il n'est point besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Merci beaucoup.